Quel est, soyons honnêtes, le business que quelqu'un va aller faire quand il vous dit je viens, je prends vos 100 000 et demain vos 100 000 vont devenir 5 millions. Quelle est l'activité économique qui permet à quelqu'un de faire de la multiplication d'argent fois 50 au point de dégager une masse au niveau de marge pour vous payer le rendement hyper élevé qu'il vous a promis? Merci de retrouver les podcasts de Finance TV Africa. Nous sommes à Douala au Cameroun et nous sommes avec Ernest Pouet qui est aux commandes de l'association des sociétés de bourse d'Afrique centrale, en abrégé ASBAC. Et il est également le directeur général de Attijari Wafabo Security Central Africa, ASCA. Monsieur le directeur général, merci à vous de nous faire cet honneur. Nous recevons ici même à Douala, dans votre bureau, on va le dire, pour discuter avec nous à bâton rompu, notamment sur l'avenir du marché financier de l'Afrique centrale et surtout les grands enjeux que connaîtront votre mandat que vous engagez actuellement à la tête de cette association. Merci et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici. Merci. Alors, monsieur le directeur général, vous avez été porté à la tête de cette association des sociétés de bourse de la CEMAC par vos pairs. Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est une sorte de rotation? C'était votre tour ou alors il y a eu un élément déclencheur de par peut-être la vision que vous portez pour cette organisation qui aura été, qui aura marqué le déclic ou alors qui aura finalement poussé à cette décision de vous porter à la tête de cette organisation? Disons que non, il y a pas de tour. C'était effectivement une décision qui a été prise par mes confrères à la suite effectivement de la présentation de ma candidature. Il faut dire aussi qu'il y avait déjà eu un travail quand même qui avait été amorcé par mes prédécesseurs, notamment Cyril Yannick Nana et Ulrich Gambiga. C'est vrai qu'il y avait eu une volonté lors de la mandature précédente de confier également les rênes de l'association à un non camerounais, voilà, histoire de marquer quand même un peu plus la diversité au sein de la sous-région CEMAC. Et là, voilà, je me suis proposé voilà, de reprendre les rênes pour refonder un peu une association, on va dire, qui dispose déjà quand même de certaines bases, voilà, mais qui maintenant a besoin, on va dire, de passer dans une autre dimension. Et donc, voilà, mes confrères m'ont élu à l'unanimité pour effectivement porter ce mandat et cette mission-là sur les 2 prochaines années. Alors, quand on parle de ce marché, il faut bien qu'on se comprenne, on parle d'un marché financier dont, dont le total de l'ensemble des actifs cotés sur ce marché-là représente moins de 1% du produit intérieur brut de la sous-région. Si on fait une comparaison avec un marché comme celui de la BRVM, Mmh, bah, on va se rendre compte que là-bas, on est autour de 18% du mmh, PIB mmh, de la sous-région qui est déjà coté sous forme d'actifs mmh. sur cette place financière-là. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu que vous serez un peu là en situation un peu plutôt de figuration? Que pouvez-vous bien faire dans une sous-région qui semble aussi réticente aux produits financiers et surtout quand ceux-ci sont pas échangés sur les marchés boursiers? Alors, bon, moi je suis quelqu'un en général de plutôt positif. Je regarde le verre à moitié plein. Nous avons, il faut le reconnaître, fonctionné sur la base d'une organisation non optimale pendant 20 ans, où la sous-région a quand même connu deux bourses, la bourse camerounaise et la bourse sous-régionale. Là où il faut dire qu'effectivement, en zone UEMOA, le marché est quand même unifié depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et il faut aussi dire que voilà, la zone UEMOA a quand même un pays hein, qui joue pleinement son rôle de locomotive. Parce que, bon, c'est vrai, on parle d'un marché intégré, mais la majorité des sociétés cotées sont des sociétés de droit ivoirien. Si vous regardez bien la composition des actifs ou alors des sociétés cotées sur le marché financier de l'UEMOA, vous verrez quand même que plus de la moitié, en fait, sont des sociétés ivoiriennes. Donc la Côte d'Ivoire, effectivement, porte le marché. Le Cameroun devrait normalement jouer ce rôle dans la sous-région. Et donc, moi, je regarde un peu d'où on part. Pendant 20 ans, on a eu 3 ou 4 sociétés cotées sur la place. Et là, depuis
la fusion effective des deux bourses et donc l'avènement du marché financier unifié. On est en passe là de passer à 7, bientôt 8, avec une microfinance qui actuellement est en train de conduire son processus d'introduction en bourse, avec BGFI qui fera son entrée en bourse très prochainement, et d'autres sociétés qui en ce moment tapent à la porte, et aussi avec quand même des engagements qui ont été pris au niveau CEMAC par les chefs d'État de la région, d'envisager et de réfléchir à des réformes qui permettront ou inciteront davantage en fait des entreprises à venir à la côte. Donc notre travail à nous en tant qu'association professionnelle du marché, ce sera de nous positionner aux côtés notamment des autorités pour travailler ensemble en fait, sur la réflexion des réformes qui pourront permettre de créer un cadre beaucoup plus incitatif, mais également effectivement de travailler davantage à l'éducation financière. Donc, pour résumer, je dirais, on a un peu stagné pendant 20 ans, mais on note quand même un mouvement d'accélération sur les 4-5 dernières années qui laisse augurer voilà, de meilleurs lendemains pour les prochaines années. Je voudrais à présent que nous parlions de votre vision, de ce qui va changer quand vous allez laisser la tête de l'association. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui aura changé? Est-ce que ce sera le nombre d'entreprises inscrites à la cote, ou alors est-ce que ce sera la liquidité du marché secondaire, à savoir la BVMAC, où on pourrait enfin avoir des séances de cotation où on a même des petits porteurs? Rappelez qu'il ne faut pas être fortuné pour acheter des actifs, surtout sur le marché secondaire, qui est le marché de détail, où on peut acheter 1, 2 ou 3 titres. Est-ce que vous vous fixez pour objectif de révolutionner la liquidité de cette place de la BVMAC, ou alors vous dites simplement je vais travailler à faire en sorte qu'il y ait plus de sociétés cotées? Quel est l'objectif précis que vous vous fixez, que vous êtes fixé, ou alors que vous vous fixez actuellement, que vous vous engagez dans ce mandat? Bon, déjà, comme je disais, il faut voir d'où on part. Et il faut voir où on est. Peut-être qu'on ne communique pas assez, mais il y a encore 4-5 ans, on passait des mois sans transaction à la BVMAC. La BVMAC cotait 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on est passé sur une cotation tous les jours. Déjà, il y a cette évolution. Quand on regarde le volume de transactions négociées sur la BVMAC ces dernières années, on est quand même sur les 2-3 dernières années sur des volumes qui sont déjà supérieurs à 10 milliards de transactions à l'année. Ça reste encore faible, mais on part de très loin. Donc, il y a déjà quand même un mouvement qui est en marche. Et l'ambition aujourd'hui, c'est vraiment en fait, de positionner l'association professionnelle comme déjà effectivement un vecteur d'éducation à la fois des investisseurs, mais aussi des émetteurs. Parce qu'on parle beaucoup, on dit le public n'est pas averti, etc. Mais les entreprises qui sont, on va dire, les agents, les principaux agents à besoin de financement qui pourraient solliciter le marché, parfois aussi ne connaissent pas très bien les mécanismes qui existent. Donc il y a vraiment cette ambition-là de positionner l'association auprès, par exemple, des groupements patronaux. Je pense qu'on n'a jamais eu de discussion avec les groupements patronaux. J'ai croisé le patron du GECAM dernièrement à une cérémonie et je lui ai fait savoir que je viendrai le voir pour qu'on puisse discuter voilà, de qu'est-ce qui aujourd'hui bloque pour que les adhérents au GECAM considèrent un peu plus le marché financier comme une alternative crédible. Il a accueilli cette proposition avec beaucoup de joie et il m'a dit j'attends ta correspondance. Donc c'est des choses qu'on fera au Cameroun, dans les autres pays de la CEMAC, positionner l'association comme un outil d'aide même aux autorités qui souvent pensent des réformes et peut-être manque de retours concrets ou alors de propositions concrètes d'acteurs du marché. Donc aujourd'hui,
On va travailler notamment à commander des études, des benchmarks et revenir avec tout cela auprès des autorités de la CEMAC en disant voilà, en tant qu'association professionnelle, voici les propositions que nous faisons pour créer un cadre qui permettra demain à ce que le marché financier soit quelque chose d'un peu plus démocratisé, aussi bien auprès des investisseurs que des émetteurs. Il faut se positionner auprès des administrations fiscales. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de fiscalité sur notre marché. Et avant, il manquait effectivement, on va dire, ce dialogue-là entre les associations professionnelles et tous ces acteurs-là pour justement impulser cette dynamique. Il y a déjà des cadres, par contre, qui existent avec le régulateur. La COSUMAF discute régulièrement avec nous. Il y a des cadres qui existent avec la BVMAC, qui échangent aussi régulièrement avec nous. Maintenant, il faut aller au-delà et créer effectivement des passerelles un peu plus fluides, voilà, entre les autorités, les ministères des Finances, les administrations fiscales, la Banque centrale, etc., pour avoir voilà, un dialogue beaucoup plus ouvert qui permettra justement donc de fluidifier le développement du marché à l'avenir. Maintenant, je ne vais pas tout révolutionner en 2 ans, c'est clair. Voilà, je ferai de mon mieux. Et puis, voilà, le prochain qui viendra après moi voilà, pourra poursuivre le travail qui demeure un travail de longue haleine. Alors là, vous avez parlé des actions que vous allez mener dans le sens d'intéresser les opérateurs économiques de la sous-région à l'immense opportunité que représente le marché financier et boursier de l'Afrique centrale. Mais je voudrais que nous puissions à présent parler de l'animation même des titres, une fois que ces entreprises-là ont ouvert leur capital via le marché. Il se trouve toujours qu'il faudrait que le citoyen lambda soit aux aguets pour racheter ces titres-là, notamment pour en quelque sorte faire de l'épargne, mais aussi bénéficier aussi de la croissance économique générée par ces entreprises-là. Qu'allez-vous faire concrètement pendant ces 2 années pour que le citoyen lambda de la CEMAC s'intéresse davantage au marché boursier en achetant régulièrement des titres financiers à la BVMAC? Encore une fois, j'ai une conviction personnelle que je partage régulièrement lors des séances de concertation. Moi, je pense, et c'est un avis qui n'engage que moi, qu'aujourd'hui, le marché financier de la CEMAC, il n'a pas un problème de demande. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème de capacité des citoyens en fait, à y investir des capitaux. Le marché financier, pour moi, a un problème d'offre. Pour pouvoir investir des capitaux sur un marché, il faut qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait des titres qui soient offerts. Et aujourd'hui, le marché financier manque justement, en tout cas celui de la zone CEMAC, manque justement de suffisamment de grands noms qui parlent au grand public pour pouvoir voilà, drainer, en fait, déjà capter leur intérêt et drainer des capitaux suffisamment élevés pour permettre à ces entreprises de se financer. Je vous prends un exemple tout simple et bien sûr sans publicité aucune. Mais je suis persuadé que si demain on dit Orange Cameroun rentre en bourse, Orange Cameroun qui est une société qui parle à tous les citoyens, je pense qu'il y aura un intérêt ou un engouement rapide tout de suite. On l'a vu avec BGFI. BGFI, on parle quand même d'une opération qui a mobilisé 7000 souscripteurs. 7000. Avec 32 milliards de souscriptions qui ont été mises sur la table par les personnes physiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a les États qui viennent, on a d'autres acteurs, sans bien sûr dénigrer voilà, les acteurs qui sont là. Mais sur d'autres marchés, vous avez comparé par exemple avec celui de la zone UEMOA. En zone UEMOA, quasiment toutes les grandes banques de la zone sont cotées. Attijari est coté, Ecobank est coté, Société Générale est cotée. De grandes sociétés comme Nestlé sont cotées. Orange Côte d'Ivoire est rentré en bourse dernièrement avec l'État qui a cédé ses participations. Donc, c'est des exemples en fait qu'il faudrait suivre ici pour pouvoir permettre justement à ce que le marché puisse suivre en fait les mêmes traces. Et moi, je pense que lorsque demain on aura de grands noms sur la place, cela va naturellement en fait susciter un intérêt beaucoup plus élevé des citoyens.
Alors, en attendant les grands noms, que dites-vous concrètement aux citoyens de la CEMAC qui vont suivre ce podcast et qui pourraient normalement être impactés de par le niveau d'opportunité qu'offre actuellement ce marché financier de l'Afrique centrale? Que leur dites-vous concrètement en attendant les grands noms qui vont arriver? Je dirais que suivez l'exemple de ceux qui sont déjà là. Par exemple, il y a eu un emprunt obligataire de l'État camerounais en 2023. On parle d'un emprunt obligataire qui a quand même réussi à collecter 22 milliards de souscriptions de personnes physiques. Et encore une fois, je continuerai toujours de rajouter, il faut voir d'où on part. Il faut toujours regarder le verre à moitié plein. On a longtemps déploré le fait que les banques détenaient 90% des titres publics. Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques de la Banque centrale, on estime que les banques détiennent actuellement autour de 67% des titres publics. Donc la proportion se réduit petit à petit. Le problème qu'on a peut-être effectivement dans notre zone, et bon, c'est normal, les gens sont pressés de voir du changement, de voir de l'impact, mais il y a quand même un mouvement aujourd'hui qui est en cours. Et je dirais à ceux qui regardent le podcast aujourd'hui de s'intéresser beaucoup plus au sujet marché financier. Nous sommes en train de travailler, vous avez posé la question en tant qu'association professionnelle, nous sommes en train de travailler avec l'association sœur, l'association des sociétés de gestion d'actifs, à la création en fait d'un événement annuel dédié au marché financier. En zone UEMOA, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, ils ont régulièrement ce qu'ils appellent le salon de l'épargne, qui a lieu chaque année. L'idée, c'est de travailler, nous, acteurs, à mettre en place un événement qui sera construit par nous-mêmes, créé par nous-mêmes, qui, justement, répondra parfaitement aux attentes à la fois des investisseurs, mais aussi des émetteurs, que ce soit vraiment un rendez-vous annuel porté par les acteurs du marché et pas seulement par la COSUMAF ou la BVMAC, qui font déjà un travail formidable aujourd'hui avec des webinaires, avec des événements, mais il faut reconnaître, comme on dit souvent, il faut savoir balayer devant sa porte, il faut reconnaître que nous, les acteurs même, les porteurs du marché, en général, on ne fait que suivre. On n'a pas toujours pris pleinement en main l'organisation des événements éducatifs ou promotionnels du marché. Et là, il y a une ambition qui est la mienne sous cette mandature, qui a été discutée avec, comme je le disais, les sociétés de gestion pour construire ce grand événement-là annuel du marché financier. Et à côté de ça, bien sûr, d'autres actions promotionnelles beaucoup plus régulières, d'autres actions éducatives pour encore vulgariser davantage notre métier. Alors tout à l'heure, on parlait de l'attractivité du marché. Vous citiez les grands noms, les noms des grandes entreprises présentes dans la sous-région. Alors ces entreprises-là, il faut rappeler, vous ont souvent approché ou alors vous avez souvent structuré des opérations de levée de fonds pour ces entreprises-là, parfois à coût de centaines de milliards, à des centaines de milliards de francs CFA. Alors pourquoi est-ce que ces entreprises préfèrent des placements syndiqués ou alors d'autres types de produits que vous proposez au détriment du marché boursier qui, pour certains, devrait être l'espace où ces entreprises gagnent le plus en notoriété aussi en financement durable? Alors, il faut dire que une entreprise, par définition, c'est un acteur rationnel. C'est-à-dire c'est un acteur qui va comparer le coût de financement notamment du crédit bancaire, par rapport au coût de financement du marché financier. Et qu'aujourd'hui, effectivement, les grands noms arrivent à bénéficier au niveau du secteur bancaire de taux attractifs, parfois même inférieurs au taux des États, ce qui est
voilà, une particularité de la zone CEMAC, où effectivement on a des grandes entreprises qui se financent moins cher que les souverains. Après, qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que ça traduit un marché qui fonctionne mal? Ou est-ce que ça traduit simplement... parce que vous savez, la théorie financière dit que vous avez un taux sans risque, qui généralement est le taux de l'État, auquel donc on rajoute en fait une prime de risque pour avoir le taux voilà, d'un acteur jugé beaucoup plus risqué comme une entreprise. Bon, ici, on a parfois l'inverse. Donc, comme je disais, est-ce que ça traduit un marché qui fonctionne moins bien ou est-ce que ça traduit simplement le fait que dans la perception des investisseurs, peut-être les grandes entreprises qui offrent certains gages en termes de qualité de gouvernance, en termes d'implication de leur maison mère, sont peut-être des actifs plus sûrs que les titres de certains États. Bon, moi, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, c'est des sujets qu'on va devoir creuser au niveau de l'association pour effectivement avoir un peu les explications sous-jacentes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, une grande entreprise qui fait des bénéfices intéressants arrive à se financer sur du crédit moyen terme au niveau d'une banque à 6%, sur un crédit à 5 ans. Là où aujourd'hui 6%, c'est ce que le marché paye pour un titre d'État à 6 mois. Donc, et si cette même entreprise vient avec des titres obligataires sur le marché financier, les trésoriers de ces banques-là vont s'attendre à avoir un rendement supérieur à ce que offre l'État. Et ces entreprises n'ont aucun intérêt aujourd'hui à venir payer plus cher, alors qu'elles arrivent à avoir du crédit, voilà, du crédit bancaire moins cher. Donc, c'est un point d'attention qu'il va falloir qu'on adresse au niveau de la zone CEMAC. Mais maintenant, on ne vient pas sur un marché financier que pour chercher de la dette. Il y a aussi la capacité de venir chercher du capital, de venir mobiliser voilà, des fonds du grand public pour remonter ses fonds propres, ou alors même pour réduire un peu son investissement initial, enfin pour le valoriser en tenant compte des profits historiques et des profits futurs. Un groupe qui détient une filiale aujourd'hui à 80% peut accepter de descendre à 60%, il garderait toujours le contrôle et céder 20% au grand public en valorisant la mise de départ qui tiendra compte justement de voilà, tous les bénéfices qui ont été réalisés par le passé et des perspectives futures. Donc c'est quelque chose également qu'il faut qu'on regarde, qu'on explique peut-être un peu plus aux entreprises que voilà, le marché financier, c'est pas que la dette, il y a aussi du capital et qu'avoir un actionnariat populaire, ça peut aussi être un avantage parce que bon voilà, vos actionnaires demain deviendront vos premiers ambassadeurs, ils deviendront vos premiers clients, ils deviendront les premières personnes qui parleront de vous. Et si même demain vous vous retrouvez dans une situation où peut-être vous avez un petit conflit avec les autorités, etc., et que vous avez 2000 actionnaires ou 3000 actionnaires dans la population, c'est même peut-être eux qui vont vous défendre auprès des autorités. Donc il faut aussi que les entreprises intègrent des aspects comme ça, qui peuvent voilà, demain être des éléments à prendre en considération pour recourir davantage au marché financier. Alors, on sait que des mesures incitatives peuvent être prises déjà par le régulateur du marché financier de l'Afrique centrale, qui est la COSUMAF. Mais on sait aussi que les États, surtout, peuvent vraiment faire en sorte que les entreprises gagnent plus à venir se financer sur le marché et aussi cela permet une inclusion financière qui permet à nos populations de bénéficier des énormes richesses que ces entreprises-là créent. Alors, est-ce que durant ce mandat, vous projetez peut-être travailler avec les politiques de la sous-région, avec le régulateur dans le sens d'une évolution du cadre normatif, peut-être avec de nouvelles incitations, de nouveaux avantages qui viendraient ici faire que ces sociétés-là trouvent vraiment un intérêt grandissant à venir sur le marché financier? Oui, alors aujourd'hui, hein, effectivement, il faut savoir que des mesures existent. Des mesures existent, notamment des mesures fiscales qui existent au niveau communautaire. Lorsqu'une entreprise décide de s'introduire à la cote,
Elle bénéficie effectivement d'un impôt sur les sociétés qui est réduit de 30 à 20% sur les 3 premières années de cotation. Le Cameroun, même, qui est un cas particulier, a inclus dans sa loi fiscale des mesures incitatives également pour les titres obligataires. Une entreprise qui émet des titres obligataires cotés bénéficie également d'un taux d'impôt sur les sociétés préférentielles qui passe de 30 à 25%, et ce qu'on appelle la compte d'IS, c'est-à-dire les versements d'avance que les entreprises font tous les mois au titre de l'impôt sur les sociétés, qui est fixé à 2,2% du chiffre d'affaires. Lorsque vous êtes une société cotée, il passe à 1,1%. Donc, ce sont des avantages aujourd'hui qui existent. Alors, est-ce qu'ils sont assez connus? Peut-être pas. Cela va être notre travail de les vulgariser davantage. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisants? Parce que bon, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui les connaissent. Il y a des entreprises qu'on a démarchées dans le cadre de notre prospection commerciale. Il y a des sociétés qu'on a démarchées pour expliquer que voilà, il y a tous ces avantages-là. Certaines estiment peut-être que ce n'est pas suffisant. Il faudrait justement, donc, comme je le disais en début, que nous nous positionnions mieux aux côtés des autorités pour peut-être être le porte-voix des retours en fait du marché pour justement travailler avec eux à l'amélioration de ces incitations-là pour justement avoir plus de sociétés cotées, plus de transparence. Je pense que c'est ce que les États veulent. Tous les États veulent que les entreprises soient beaucoup plus transparentes, soient beaucoup plus formelles. Mais il faut une espèce de win-win. C'est-à-dire il faut que l'entreprise y trouve son compte, et aussi que l'État ne soit pas lui-même aussi trop perdant sur le plan fiscal en termes de recettes. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Et les incitations ne sont peut-être pas que fiscales. Il faut peut-être aussi trouver autre chose qui sera susceptible de parler à ces sociétés-là. Maintenant, est-ce qu'il faut arriver au point d'imposer? Peut-être aussi. Peut-être aussi qu'il faudrait que certains de nos États disent, bon, lorsque vous êtes une société qui a une certaine taille et qui fait un certain niveau de profit, il serait quand même un peu plus intéressant ou un peu plus pertinent que vous partagiez les fruits de votre croissance avec les citoyens de la zone, qui sont quand même les premiers acheteurs de vos solutions. Ce serait bien qu'ils soient peut-être parmi les investisseurs. Donc, si les incitations qui pourraient être saisies sur la base du volontariat ne sont pas suffisantes, peut-être qu'il faut passer justement à une législation un peu plus coercitive. On le voit par exemple sur d'autres pays. Je crois savoir, alors je le dis vraiment, j'ai pas forcément vérifié, mais j'ai entendu ça souvent sur lorsque je faisais des recherches, par exemple, que des pays comme le Ghana vous disent, si vous êtes un groupe qui est déjà coté sur une autre place boursière et que vous venez vous implanter dans mon pays, vous devez être coté à la bourse du pays. Parce qu'effectivement, vous avez déjà cette pratique-là ailleurs. Donc pourquoi ailleurs, vous partagez les fruits de vos bénéfices avec les citoyens, et dans mon pays, vous ne le faites pas? Donc moi, je mets dans la loi comme condition que si vous êtes coté à l'étranger, si vous venez chez moi, vous devez vous faire coter. Par exemple, ça pourrait être des lois de ce type-là. Maintenant, c'est des choses qu'il faudrait discuter, comme je dis, et trouver un compromis qui arrange tout le monde, à la fois les entreprises, à la fois les États et à la fois les populations de la zone. Monsieur le directeur général, que pensez-vous du niveau d'engouement au risque des ressortissants de la CEMAC? Donc on estime qu'il y a quand même un engouement au risque qui est assez palpable. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'opérations, parfois clandestines, qui ont été lancées et qui ont eu d'énormes succès. Et on voit également que la propension à l'épargne est quand même assez importante, parce que les banques également communiquent énormément là-dessus. Alors, pensez-vous aujourd'hui que le niveau d'acceptation du risque des ressortissants de la sous-région est tel que les entreprises qui sont présentes dans cet espace gagneraient beaucoup à s'ouvrir et à se financer
à prendre la décision de se financer directement par les acteurs locaux? Alors, je dirais pas qu'il y a un engouement au risque. Euh, Tout le monde, bien sûr, est friand de rentabilité. Il y a peut-être effectivement un engouement à la rentabilité. Mais souvent, lors de ces opérations clandestines-là dont vous parlez, je dirais que le risque n'est pas expliqué. Euh, le risque n'est pas clairement expliqué à l'investisseur. On lui dit simplement, tu mets 100 francs aujourd'hui, demain tu as 1000 francs. On ne lui dit pas clairement quel est le risque en fait qui est attaché à l'investissement voilà, qu'il a entrepris. Moi, je vais être peut-être un peu plus clair. Il faut vraiment que le grand public sache que en économie ou en finance, il n'y a pas de miracle. Les entrepreneurs, les entreprises, les États, tout ce que vous voulez, ils prennent des capitaux pour aller derrière exécuter des projets qui vont générer une certaine marge. Sur cette marge-là, ils vont payer les charges, payer les salariés, payer les impôts, ils vont vous payer vous et ils vont dégager quelque chose pour eux-mêmes. Donc, quel est, soyons honnêtes, le business que quelqu'un va aller faire quand il vous dit je viens, je prends vos 100 000 et demain vos 100 000 vont devenir 5 millions. Quelle est l'activité économique qui permet à quelqu'un de faire de la multiplication d'argent fois 50 au point de dégager une masse au niveau de marge pour vous payer le rendement hyper élevé qu'il vous a promis? Je sais pas, il faut un peu de cohérence. Et souvent, les gens ne se posent pas cette question. Quelqu'un vous dit, je prends votre argent aujourd'hui, dans une semaine, ce sera multiplié par 4. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire? Ça n'existe pas. Très souvent, ce qu'il fait simplement, c'est que c'est du Ponzi. C'est-à-dire qu'il vous paye avec l'argent des gens qui rentrent après vous. Voilà, c'est simplement Qui ça. rentrent parfois grâce à vous, parce que vous devenez également des agents de Voilà, prospection c'est exactement et de ça. vente de ces produits. Voilà. Donc, il faut vraiment que les gens le sachent. Le risque doit être expliqué. Et sur le marché financier, c'est notamment le rôle du régulateur. C'est pour ça que le régulateur existe. Le régulateur existe pour contrôler. Déjà, le régulateur existe pour agréer les acteurs qui peuvent venir parler aux gens. Pour être une société de bourse, pour être une société de gestion, il faut déposer un dossier et le régulateur vérifie. Pour être un dirigeant comme moi ou comme mes confrères, on dépose un dossier, on donne même notre extrait de casier judiciaire pour vous dire. Le régulateur confirme que voilà, nous sommes des personnes qui avons les capacités techniques et la moralité pour venir nous adresser au grand public. Maintenant, lorsqu'on fait des opérations, lorsqu'on vient solliciter le grand public à travers des opérations, pourquoi le régulateur en fait contrôle par exemple le document d'information? C'est pour s'assurer que dedans, tout est expliqué afin que l'investisseur puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Et le régulateur nous oblige toujours, si vous prenez tous les documents d'information qui sortent sur le marché, vous verrez qu'il y a toujours une phrase qui impose qu'on rappelle à l'investisseur que investir comporte des risques et qu'il appartient à chacun de mener ses propres diligences, de solliciter les conseils qu'il faut pour pouvoir être assisté dans sa prise de décision. Il y a toujours un risque en investissant. Est-ce que quand voilà, ces opérations qui sont venues précédemment viennent et promettent des rendements de 50%, est-ce qu'ils disent vraiment à l'investisseur qu'il y a des risques? Je pense qu'il y a des gens, si on leur avait dit clairement que lorsque vous investissez sur un produit, certes, vous pouvez gagner 50% en une journée, mais il y a aussi le risque que vous perdiez. Je pense que si on dit ça clairement à des gens, je ne suis pas sûr que vous aurez le même engouement. Je pense que souvent le risque est occulté et c'est pour ça que voilà, on ne met que le rendement en avant et quand les gens viennent souscrire massivement, on a l'impression que oui, en fait, tout le monde veut prendre des risques. Non, je pense qu'on ne dit pas la vérité. Donc, nous, le marché financier, c'est un marché de vérité. On ne vous dit pas qu'il n'y a aucun risque de perdre votre argent. Non, non, il y a toujours un risque en investissant. Maintenant, ce risque-là, il est juste encadré, il est surveillé et on s'assure qu'il est communiqué de manière claire pour que vous puissiez prendre votre décision en connaissance de cause.
Donc maintenant, effectivement, les entreprises peuvent venir et les entreprises formelles promettront des rendements, entre guillemets, normaux, qui parfois ne sont pas considérés comme étant suffisamment attractifs par certaines personnes. Aujourd'hui, voilà, sur une entreprise, pour avoir des rendements autour de 8, 9, 10%, ce n'est pas le 50% qui est promis par certains, mais il faut regarder que 9-10% chaque année, pendant 10 ans, au final, peut-être vous doublez votre capital. C'est ça le message principal qu'il faut que les gens comprennent. Le marché financier, c'est un canal d'investissement sur le moyen long terme. Ce n'est pas le canal pour le grand public qu'on vient gagner aujourd'hui pour demain, non. C'est vraiment accepter d'investir sur 2, 3, 4 ans, suivre la performance d'une entreprise et voilà, croire en son potentiel à moyen et long terme pour pouvoir vraiment pleinement bénéficier des fruits qu'elle va générer. Alors, est-ce que vous nous dites clairement ici qu'il faut que le marché boursier ou alors le marché financier de l'Afrique centrale est un marché pour des personnes modérées au niveau de la prise de risque et que c'est loin d'être un marché notamment de paris sportifs? Oui, alors, on va dire que le marché financier est un marché ou un canal d'investissement pour des personnes qui veulent investir de façon formelle. Qui veulent investir de façon formelle dans un cadre où il y a des règles, où il y a une autorité qui surveille ce que les gens font, où les risques sont clairement expliqués. Parce que le sujet sur le marché financier, c'est que si demain même, on propose un produit qui présente un profil de risque un peu plus élevé que la moyenne, le régulateur nous imposera de le dire. Ou vous voyez par exemple aujourd'hui, si vous regardez un peu tout ce qui est fonds communs de placement, les sociétés de gestion d'actifs commercialisent des fonds communs de placement et sur les brochures, on demande généralement de mettre une cotation de risque. Des acteurs mettent souvent une cotation qui va de 0 à 10, 1 modéré, 2, 3, 4, voilà. Le régulateur oblige les acteurs à dire à l'investisseur quel est le niveau de risque qui est attaché à ce produit pour qu'il le sache. Donc, je ne dirais pas que le marché financier, effectivement, est un canal pour les personnes modérées. Non. Sur le marché financier, on peut trouver de tout. Il y a des produits pour des personnes modérées, il y a des produits pour des personnes très, très modérées, il y a des produits pour des personnes un peu plus agressives, et il y a des produits, effectivement, pour des personnes qui sont beaucoup plus friandes de risques. Mais à chaque fois, on nous impose sur un plan... L'une des obligations que nous avons, par exemple, lorsque nous faisons rentrer un client dans notre portefeuille, c'est de définir son profil de risque. C'est une obligation réglementaire. On doit avoir un entretien avec le client et lui dire, est-ce que vous êtes familier avec les produits boursiers? Vous avez déjà investi dans votre vie? Oui, non. Est-ce que dans votre volonté, vous êtes plutôt un investisseur sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Et puis en termes de tolérance au risque, quelle est votre appétence, quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à supporter. Une fois qu'on a profilé le client de cette manière, les produits qu'on va lui proposer doivent rester dans le cadre du profil qu'on a défini. On ne peut pas s'écarter. Sinon, demain, on peut être poursuivi. Un client vous avait dit, moi, je suis vraiment niveau risque 0, mais dans mon portefeuille, ma société de bourse ou mon gestionnaire d'actifs m'a mis des produits à risque 3. Si demain, il y a un souci, le client est en droit de se plaindre chez le régulateur et de dire que voilà, l'acteur n'a pas respecté le profil de risque qui est le mien et m'a proposé un produit qui ne me correspondait pas. Donc, le marché est vraiment l'endroit où on vient, les règles sont connues, les règles sont déclarées, et il y a un arbitre qui surveille que effectivement on ne vous vend pas quelque chose qui ne correspond pas, ou alors qui s'écarte en fait de ce que vous pouvez comprendre. Et comme je disais, voilà, il y a de tout, il y a tous les profils de risque, mais toujours avec une communication claire, transparente et un encadrement strict. Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire, de votre point de vue, quelles sont les améliorations que l'on pourrait apporter du point de vue de la régulation pour faire en sorte qu'il y ait une véritable ruée vers le marché boursier de la CEMAC. Pour moi, aujourd'hui, le cadre réglementaire est
je dirais, plutôt correcte, hein. Il faut savoir que les textes du marché financier de la CEMAC ont été revus en 2022 et 2023 avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Donc ce sont des textes qui sont plutôt à jour, selon les meilleurs standards internationaux. Moi, je dirais par contre que l'une des améliorations, et là où on doit travailler, nous les acteurs, à améliorer les choses, c'est d'abord effectivement l'éducation, mais bon, ça c'est bateau, tout le monde dit ça. Mais je dirais que aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est notamment les solutions de monnaie mobile. Mobile Money, Orange Money, c'est ce que tout le monde utilise. Par contre, les produits boursiers n'arrivent pas aujourd'hui aux populations par ce canal-là. Il faut dire dans la zone CEMAC. Dans la zone Parce que CEMAC, dans la effectivement. zone Mmh. Mmh. UEMOA, dans la CEDEAO, on est complètement dans une autre configuration où Voilà. les wallets permettent effectivement aux gens de faire des achats sur le marché boursier C'est ça. toute la journée. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est encore dans une configuration chez nous où il faut disposer d'un compte bancaire pour pouvoir transacter, pour pouvoir accéder au marché. Mais déjà, même sur la population bancarisée, on n'y est pas. Parce que le niveau de solutions digitales et tout ça n'est pas encore complètement à niveau. Donc il y a un travail déjà à faire à ce niveau-là. Déjà même au niveau de la population bancarisée. Et maintenant, il faut aller plus loin en rapprochant le marché financier de nos réalités. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, tout le monde n'a pas un compte bancaire, mais quasiment tout le monde a un compte de mobile money. Donc, il faut aller voilà, capter également on va dire, ce vivier-là, et en réussissant à pousser en fait les produits à travers les bons messages, mais aussi à travers les bonnes explications, enfin les bonnes explications, notamment en matière de risque et de rendement, pour que le grand public puisse le comprendre et pouvoir adhérer. Après, peut-être que il faudrait aussi changer le langage. Emprunt obligataire, obligation, tout ça, bon, c'est peut-être des choses que le grand public parfois ne comprend pas. Moi, souvent, à certaines, on va dire, conférences ou événements, lorsqu'on m'a posé la question, c'est même quoi ton affaire là? Parfois, j'ai simplifié en disant que c'est la tontine avec l'État. C'est-à-dire l'État, en fait, en réalité, vous propose voilà, de cotiser pour lui, et à la fin, vous allez bouffer avec un taux d'intérêt pendant voilà, 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc peut-être que voilà, il faudrait aussi qu'on intègre plus ces notions-là dans nos façons de vendre les produits, et peut-être à terme, ça c'est peut-être une ambition un peu plus philosophique et peut-être un peu plus long terme. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, nos frères musulmans ont réussi à mettre en place la finance islamique, qui répond en fait voilà, au principe de la loi charia. dans le secteur financier. Voilà. Pourquoi peut-être pas demain, nous-mêmes, réfléchir à une finance bantou? Pourquoi pas? Qui voilà, va intégrer des produits qui auront d'autres noms, qui auront d'autres réalités, d'autres façons voilà, de fonctionner. Si demain je crée un produit qui s'appelle Djangi Plus, peut-être que ça parlera plus au grand public obligation. Donc, on n'est pas obligé aussi de toujours copier voilà, et importer et faire du copier-coller de ce qu'on a vu faire aux États-Unis ou en Europe. On peut aussi tropicaliser un peu plus voilà, notre façon de fonctionner. Je pense que ça aussi, c'est des ambitions peut-être à plus long terme, d'avoir une finance qui est construite aussi selon nos réalités et qui est proche des gens. Alors, vous avez évoqué comme objectif de votre mandat, notamment la formation des acteurs, des citoyens de la sous-région. On va peut-être pas dire formation, on va peut-être commencer par une initiation même avant d'atteindre la formation aux outils du marché financier de l'Afrique centrale. Alors, si on est ressortissant de cette sous-région et qu'on veut apprendre, qu'on veut déjà être initié, comprendre le langage qui semble hermétique de ce marché, et aussi être capable de trader sur ce marché-là,
quels sont les outils qui existent aujourd'hui ou alors les plateformes qui existent qui permettent de telles formations ou alors une telle initiation? Bon, comme je le disais, effectivement, aujourd'hui, on a un retard là-dessus. Il faut le reconnaître. Par exemple, une des ambitions de mon mandat, c'est que l'association professionnelle des sociétés de bourse ait un site internet, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, ait un site internet sur lequel, justement, les populations pourront se connecter, savoir même déjà qui sont les acteurs agréés et sur lequel on mettra déjà des petites bases. C'est quoi une obligation? C'est quoi une action? C'est quoi la BVMAC? Comment ça marche? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? Aujourd'hui, effectivement, un citoyen de la CEMAC, il a peut-être le site de la COSUMAF où il y a certaines choses, il y a le site de la BVMAC où il y a certaines choses, mais voilà, il n'y a effectivement pas suffisamment de choses qui sont faites par les acteurs eux-mêmes pour pouvoir effectivement pousser un peu plus les connaissances. Les acteurs font des choses, hein, chacun à son échelle, mais je pense que voilà, en tant que corporation, c'est vraiment un aspect sur lequel il faudra qu'on s'améliore dans les prochaines années. Donc on va travailler déjà à un site internet sur lequel il y aura un certain nombre de choses. Après, demain, est-ce qu'on aura une application mobile? Est-ce qu'on aura un peu plus de canaux? Voilà, ça c'est à voir. Je pense que les acteurs, de toute façon, c'est dans l'air du temps, hein. À titre individuel, je pense que toutes les sociétés de bourse vont bientôt investir dans des solutions digitales. En UEMOA, c'est une obligation. Les acteurs ont l'obligation de fournir des services de bourse en ligne. Peut-être que la réglementation évoluera ici, mais on est obligé demain, voilà, d'investir également dans ces solutions-là pour que les personnes puissent accéder aux services boursiers de façon, voilà, complètement dématérialisée, à distance. Des réflexions peut-être aussi si dans les zones un peu plus reculées, par exemple, les gens n'ont pas de smartphone, peut-être pouvoir proposer des services par USSD. Ça, c'est des choses aussi qu'il faudra que quelqu'un se dise, bon, je fais étoile 100 quelque chose, voilà, ça me donne un peu la liste. Et j'achète une action voilà, d'une entreprise cotée, voilà, par exemple. j'ajoute à mon portefeuille Voilà, pour une rentabilité, pour bénéficier déjà des bénéfices que c'est ça. fera cette entreprise plus tard et aussi bénéficier de la plus-value qui pourrait naître du fait de l'évolution du cours de cette action. Voilà, donc c'est des actions à mener. Il y a beaucoup à faire. Voilà, je ne pourrais sans doute pas tout faire en 2 ans, mais voilà, il faut déjà poser un certain nombre de bases et accepter que le mouvement se poursuive et que d'autres personnes après moi viendront et voilà, continueront le travail. Vous êtes très attendu et on sait aussi que tout n'est pas perdu parce qu'on a BGFI Bank, le groupe BGFI Bank qui vient de réussir un IPO. Peut-être qu'on va simplifier aussi. Vous avez dit tout à l'heure que certaines terminologies ne devraient pas nécessairement être copiées. Donc, qui ont pu, BGFI qui a pu ouvrir donc une partie de son capital et avant donc vendu des actions pour un peu plus de 40 milliards de francs CFA, pour 45 milliards de francs CFA à des particuliers de la sous-région et à certaines entreprises d'ailleurs qui en ont aussi profité pour faire des acquisitions. Donc, tout n'est pas perdu. On a aussi une entreprise, c'est la microfinance, Renaprof SA, qui également a lancé une opération qui se poursuit actuellement ou alors qui s'est déjà refermée. Donc tout n'est pas perdu, mais je voudrais que vous puissiez quand même commenter la dernière actualité en commençant notamment par cette ouverture de BGFI dans cette sous-région, du groupe BGFI Bank dans cette sous-région qui a été très suivi et commenté même sur d'autres places financières internationales. Oui, alors la presse a fait des communications parfois un peu dures envers cette opération. Bon, parce que bon, on sait aussi, hein, vous, la presse, des fois, pour attirer l'attention et créer du clic, des fois des titres sensationnels, voilà, échec, machin. Bon, c'est aussi un peu ce qui attire. Mais certes, effectivement, l'objectif de BGFI au départ était de mobiliser 125 milliards. Ils en ont mobilisé 45. Bon, si on prend effectivement le ratio de manière simpliste, on peut émettre des réserves quant au succès de l'opération. Mais comme je disais, s'il faut regarder le verre à moitié plein, 45 milliards de fonds propres levés dans la zone CEMAC, ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois qu'une entreprise arrive à mobiliser 45 milliards voilà, de francs CFA de capital.
Et en plus de ça, sur les 45 milliards, 32 milliards sont venus de personnes physiques. On a eu 7000 souscripteurs répartis sur différents pays. On a même pu attirer la diaspora. Voilà. Donc, c'est une opération qui pour moi, est un succès quand on sait d'où vient le marché financier de la CEMAC. Après, il y a peut-être eu effectivement certains facteurs qui ont peut-être créé des incompréhensions sur la... Donc, on parlait notamment Mm, de la prime d'émission mm, qu'il mm, considérait mm, comme étant très élevée. Rappelez que mm, l'action était vendue mm. à 80 000 francs. 80 000, c'est À ça. 80 000 francs CFA. C'est une action qui, Mm, à l'origine, à la création de l'entreprise, mm, avait coûté 10 000 francs mm, CFA. Alors, donc, on mm, a estimé que 70 000 francs de prime d'émission, même s'il y a le prestige du nom mm, BGFI, même s'il y a les bénéfices exceptionnels, les résultats exceptionnels de la banque et aussi le taux de rentabilité promis qui est au-delà de 12%. Donc, on a estimé que c'était toujours énorme. Alors, d'autre point de vue, pourquoi est-ce que les arrangeurs peut-être n'y ont pas pensé? Alors, pourquoi est-ce que BGFI n'aurait peut-être pas permis un prix un peu faible qui aurait permis certainement à plus de particuliers d'acheter plus d'actions? Bon, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais bon, en général, une entreprise qui vient à la cote a une valeur qu'elle estime être la bonne. Une entreprise aussi se dit, je ne vais pas me vendre moins cher parce que, voilà, X ou Y considération, mon nom a une valeur, mon histoire a une valeur, mes perspectives futures ont une valeur. Je, la, je décide en fait de venir solliciter le marché, voilà, sur la base d'un prix. C'est le principe du jeu du marché. Vous venez, vous proposez un prix et bon, le marché vous répond. Donc après, j'ai cru comprendre qu'il y aura une deuxième phase. BGFI ne va pas s'arrêter là. Ils reviendront solliciter à nouveau le public pour continuer cette opération de levée de fonds. Est-ce qu'il y aura des ajustements en termes voilà, de communication, en termes d'explication de certains détails? Sans doute. Peut-être certaines leçons vont être retenues pour pouvoir venir avec une communication et des messages différents, beaucoup plus clairs, et qui susciteront peut-être un peu plus d'engouement voilà, de la part du public. Mais je n'étais pas arrangeur de l'opération. Voilà, ce n'est pas mon rôle ici de venir dire qu'un confrère a mal valorisé. Non, je ne peux pas le faire. Et moi, en fait, je n'ai pas d'avis sur la question parce que, bon, je n'avais pas tous les paramètres. Mais moi, je salue avant tout voilà, le succès et la somme qui a été mobilisée, qui fait l'histoire et qui, demain, va ouvrir peut-être les yeux d'autres entreprises qui voudront faire comme BGFI et venir mobiliser des montants de capitaux similaires. Et Monsieur le directeur général, pourquoi ne pas aussi avoir sur ce marché financier de l'Afrique centrale des actions à 4 500 francs CFA ou à 3 500, comme cela se voit Mmh, dans d'autres marchés, mmh, notamment à la BRVM juste à mmh, côté? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit là d'un facteur qui pourrait être un facteur décisif d'ouverture du marché, d'avoir des prix à l'unité qui soient quand même des prix assez raisonnés et raisonnables? Oui, c'est possible. Il est possible effectivement que cela soit un facteur. Et je sais que c'est un aspect sur lequel la BVMA travaille aujourd'hui, notamment avec le projet de fractionnement des titres. C'est un projet qui est en cours. Je sais que l'entreprise de marché est en discussion avec les émetteurs, justement, pour qu'ils acceptent notamment de mener toutes les diligences juridiques en termes de modification de statut, etc., pour permettre donc d'augmenter en fait le nombre d'actions en circulation, ce qui viendra mécaniquement abaisser la valeur unitaire. Mais à la fin de la journée aussi, les investisseurs regardent souvent le rendement. Les gens n'ont pas posé de problème quand il fallait mettre de l'argent dans voilà, dans ces schémas dont vous parlez tout à l'heure. Bon, je préfère ne pas citer les noms, mais ces schémas, bon, qui des fois se sont mal finis. Les gens ne se sont pas plaints qu'on leur demandait 1 million, 2 millions, 3 millions. Les gens allaient même emprunter chez leurs voisins, dans leur famille, pour venir mettre là-dedans. Donc, ce qui crée généralement de l'incitation, c'est le rendement.
même si l'action est à 3000, si je dis l'action est à 3000 pour qu'à la fin de l'année, vous gagnez 10 francs, ça ne va pas intéresser. Mais si je dis l'action est à 3000 et que vous avez un potentiel qui fait que sur les 2, 3, 4 prochaines années, vos 3000 deviennent 10 000, là, c'est autre chose. Donc oui, le prix unitaire des actions peut être un élément, effectivement, un levier pour attirer davantage de monde à la BVMAC. Ça, je suis entièrement d'accord, parce que bon, effectivement, sur les paris sportifs, par exemple, on peut parier 100 francs, 200, 300 et gagner 10 000. Donc il faut effectivement pouvoir venir avec des tickets d'entrée similaires, mais ça ne fait pas tout. Parce que même sur le pari sportif, qu'est-ce qui motive en réalité la personne à venir? C'est l'espérance de gain qu'il pense qu'il va pouvoir faire. C'est ça qui le motive. Et le pari sportif a l'avantage aussi souvent d'une certaine transparence, certaine simplicité d'explication des règles. Le risque est même souvent expliqué. On vous dit, voilà, telle équipe, ça cote 1 contre 5. Bon, voilà, donc l'investisseur ou alors le parieur, c'est à peu près quel risque il prend. Donc le marché financier, c'est similaire. Et comme je disais, il faut qu'on arrive à plus démocratiser les messages, mais surtout, moi j'insiste là-dessus, vraiment à attirer les sociétés qui sont les fleurons de la zone, qui font des bénéfices records, qui serviraient j'ai pas envie de dire d'appât, mais qui attireront davantage effectivement ces investisseurs-là. Parce que oui, la personne verrait que je mets 3000 chaque année sur mes 3000, j'ai un dividende de 1000 francs ou de 500, et en plus de ça, la valeur, mes 3000 sont devenus 4000, 5000, 6000. Voilà, donc oui, mais le fractionnement des actions et l'abaissement du ticket ne fera pas tout. Il faut avant tout que les produits aussi qui soient sur le marché soient des produits performants qui vendent des espérances de gains attractives. Parfaitement. Et d'ailleurs, on va profiter au passage pour saluer le directeur général de la BVMAC, le docteur Louis Mbangantolo, qui travaille énormément sur cette question, notamment de démocratisation de son marché secondaire, qui, quoi qu'on dise, est le marché des repreneurs. Normalement, c'est un marché qui doit être plus couru par les citoyens lambda qui doivent venir donc apporter leurs capitaux pour acquérir, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, acquérir 1, 2, voire 3 actions, et de façon cumulée sur une année, sur 2, 3, 4 ans, ceux-ci peuvent se retrouver avec un véritable portefeuille solide et donc tirer également profit de la croissance sous-régionale. Alors je voudrais qu'on termine rapidement par un mot de votre part sur la sortie, l'IPO de la RENAPROF SA, cette microfinance qui a également ouvert son capital sur le marché et qui, je crois, l'opération est actuellement terminée. Alors, quel est le commentaire que vous faites de cette opération? Alors, bon, l'opération n'est pas terminée. L'opération, en fait, a été clôturée dans sa première phase. Donc, RENAPROF, à travers effectivement cette première phase, a pu mobiliser, je pense, 1,1 milliard de francs CFA. C'est une opération qui est conduite par Afriland. Et donc, RENAPROF a fait le pari de tenter effectivement le marché financier. Avant RENAPROF, il y a eu la régionale. On a vu l'année dernière même ACEP, la microfinance qui est venue et qui a fait un emprunt obligataire sur la région. Donc, c'est une opération qui, selon moi, est à saluer. Maintenant, comme je disais, il y a la connaissance aussi du grand public, peut-être déjà de l'entreprise. Donc, il faut peut-être que l'arrangeur et le syndicat de placement sur cette opération, lors de la deuxième phase, peut-être communiquent encore plus pour pouvoir permettre à ce que l'opération soit visible par un maximum de citoyens, et qu'elle puisse justement susciter un engouement à peu près similaire à celui qu'on a vu sur BGFX, d'autant plus que le montant recherché est un peu plus faible, enfin beaucoup plus faible. Merci beaucoup à vous, Ernest Pouet. Merci infiniment de nous avoir reçus dans ce podcast de Finance TV Africa, qui revient ici permettre aux acteurs de mieux comprendre le marché, de comprendre les opportunités qui arrivent, de comprendre les évolutions réglementaires, de comprendre
aussi les acteurs au quotidien dans leur engagement à faire en sorte que le marché soit davantage attractif et soit davantage sécurisé. Merci infiniment. On va simplement vous donner le mot de fin pour sortir définitivement de ce podcast. Oui, bon, le mot de fin, bien sûr, je ferai la promotion de notre marché. Donc, je dirais à la fois aux investisseurs et aux émetteurs que voilà, le marché financier est aujourd'hui une opportunité qu'il faut saisir. Et que si vous regardez même la plupart des économies développées, toutes les économies développées ont des marchés financiers actifs, performants. Et le marché, effectivement, est un levier de développement pour le futur que à la fois les émetteurs, les investisseurs, mais les autorités aussi de la CEMAC doivent pousser fortement afin que voilà, notre zone et nos pays puissent passer à un autre niveau et franchir un cap. Merci. Merci infiniment à nos téléspectateurs. Le podcast a peut-être été un peu long, mais c'est normal. Cela permet de parler sans détour et de vous permettre de comprendre en profondeur. On espère que ça a été le cas. Nous vous remercions très sincèrement et nous vous retrouvons très vite dans un nouveau podcast.